Et s'il existait un risque un peu caché qui menace la sécurité financière et la liberté de chacun, même dans un pays qu'on pense totalement sûr? C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. On va parler de ce risque, mais surtout, on va voir la stratégie pour y faire face, la diversification géographique. Allez, c'est parti. On connaît tous cette phrase, n'est-ce pas? C'est la base de la prudence, du bon sens. Si le panier tombe, eh bien, on perd tout. C'est simple, c'est universel. Mais, Et voilà, la question qui fâche. Comment ça se fait qu'on oublie cette règle si élémentaire quand il s'agit de ce qu'on a de plus cher? On confie sa sécurité, son patrimoine, tout son avenir à une seule économie, un seul gouvernement, un seul système. C'est un paradoxe énorme et c'est le cœur de notre analyse. Pour bien comprendre ce risque, il faut d'abord lui donner un nom. On va appeler ça le piège du monopays. C'est en quelque sorte la configuration par défaut pour la plupart des gens aujourd'hui. Mais en réalité, c'est une véritable faille stratégique. Alors, qu'est-ce qu'un monopays concrètement? Eh bien, c'est une personne dont toute l'existence, absolument tout, dépend d'un seul pays. Tous les leviers de sa vie, que ce soit l'argent, les lois, le travail, sont tous concentrés au même endroit. Ce qui est intéressant avec cette liste, c'est qu'on peut presque faire le test soi-même. La plupart des gens, sans même y penser, cochent toutes les cases. On est quelque part, on est éduqué par un système, et toute notre vie économique se déroule au même endroit. Ça nous paraît normal. Et pourtant, c'est précisément cette concentration extrême qui crée le risque. En ingénierie, ça porte un nom. Ça s'appelle un single point of failure, un point de défaillance unique. Et c'est considéré comme une erreur de conception majeure. Parce que si tout ce que l'on possède dépend d'un seul système, et que ce système a un problème, eh bien tout s'écroule en même temps. La conséquence économique de tout ça, elle est implacable. On devient ce qu'on appelle un client captif de l'État. Et quand des clients sont captifs, qu'ils ne peuvent pas aller voir ailleurs, la logique est toujours la même. Les prix montent et la qualité baisse. Sauf que les prix de l'État, ce sont nos impôts. alors de quelle menace parle-t-on, concrètement? Parce que ce n'est pas juste un concept théorique, non, les risques sont bien réels et ils touchent directement à notre patrimoine et à notre sécurité. Le premier risque, c'est la spoliation fiscale. En clair, c'est le risque que l'État, pour se financer, vienne puiser directement dans l'argent des citoyens. Quand on est une cible immobile, impossible d'échapper à des hausses brutales de taxes, d'impôts ou de prélèvements sur l'épargne. L'État a besoin d'argent et il ira le chercher là où il se trouve. Et pour bien sentir l'urgence de la situation, regardez ce chiffre. 3 000 milliards d'euros. Une dette pareille, ça crée une pression fiscale absolument écrasante sur les citoyens, aujourd'hui et pour les générations futures. Parce que cette dette, il faudra bien que quelqu'un la rembourse. Le deuxième risque, lui, est bancaire. Et il est lié à une idée qu'on a tous, mais qui est fausse. On pense que l'argent qu'on dépose à la banque nous appartient. Mais la réalité juridique, elle est très différente. En fait, on est un créancier. On a prêté de l'argent à la banque. Et la conséquence de ça, c'est qu'en cas de grosse crise financière, l'État peut tout à fait décider de geler les comptes. Ce n'est pas de la science-fiction, on l'a vu à Chypre, on l'a vu en Grèce. Si 100% de son argent est dans ce système unique, le risque est total. Le fruit de toute une vie de travail peut devenir inaccessible du jour au lendemain. Enfin, le troisième risque, c'est la monnaie elle-même. Quand on détient toute son épargne dans une seule devise, comme l'euro par exemple, on s'expose à sa dévaluation. Si l'euro baisse, c'est un appauvrissement automatique par rapport au reste du monde. Et je ne parle même pas de l'inflation, cet impôt silencieux qui grignote notre pouvoir d'achat jour après jour. Bon, le constat est un peu rude, c'est vrai. Mais alors on fait quoi? La solution, ce n'est pas forcément de tout plaquer. C'est simplement d'appliquer cette fameuse règle d'or, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier à sa vie entière. C'est comme ça qu'on reprend le contrôle. Et ça n'a pas besoin d'être compliqué pour commencer. Voilà 3 premiers pas très concrets. D'abord, ouvrir un compte en banque, en toute légalité bien sûr, dans un pays stable. Ensuite, pourquoi ne pas investir une partie de son patrimoine sur des marchés plus dynamiques? Et enfin, explorer l'idée de créer une activité là où le climat est plus favorable. Mais au-delà de ces actions très pratiques, le plus important, le vrai changement, il est dans la tête. C'est un changement de mentalité. Il s'agit de passer d'une posture où on subit passivement à une posture active où on choisit. Ce tableau résume tout. C'est arrêter d'être un sujet qui subit les décisions d'un État et devenir un client qui a le choix. Parce que si un pays ne traite pas bien ses clients, eh bien ces clients ont des options ailleurs. C'est la fin de la captivité. La métaphore est vraiment parlante. L'image de l'arbre, planté, enraciné, qui attend la tempête sans pouvoir bouger. C'est l'image parfaite du monopays. L'alternative, c'est d'être plus agile, plus mobile, et donc forcément plus résilient face aux chocs à venir. Et on va finir là-dessus. Le but final de cette stratégie, ce n'est pas juste de protéger un patrimoine, c'est de se construire des options. Parce que dans le monde incertain qui est le nôtre, avoir le choix, c'est peut-être ça, la seule vraie définition de la liberté. C'est en tout cas une piste de réflexion intéressante sur ce que signifie la souveraineté personnelle aujourd'hui.